Ma vie s'est engagée très tôt dans les champs de canne à sucre. Cette page-là constitue une épreuve historique, je dirais, odieuse, parce qu'elle s'identifie largement à l'esclavage. Ses ancêtres ont connu sur cette terre d'accueil les conditions dramatiques de vie, tant et si bien que sur les 42 000 qui ont débarqué ici, plus de 25 000 ont péri dans les champs de canne à sucre, frappés par la pauvreté, la misère, l'exploitation. Dans la dernière vidéo, vous avez entendu des extraits d'un entretien avec Ernest Moutoussamy. Aujourd'hui, je vous propose l'intégralité de cette interview, 30 minutes, sans montage narratif. Juste le récit d'un concerné qui nous raconte son histoire. Juste un homme et sa mémoire. Ernest Moutoussamy est né en Guadeloupe en 1941, dans une famille rurale d'origine indienne. Il a grandi dans les champs de canne à sucre de Grande Terre. Enfant de ceux et celles venus remplacer la main-d'œuvre de l'esclavage aboli en 1848. Il devient professeur de lettres, député de la Guadeloupe pendant plus de 20 ans et maire de Saint-François. Il a écrit une quarantaine de livres. Et surtout, il est l'un des rares intellectuels à avoir consacré sa vie à documenter un pan de l'histoire souvent méconnu, les engagés indiens. Ceux et celles qu'on appelait les engagés indiens ont été transférés de l'Inde à la Guadeloupe grâce à un contrat d'engagement. Un contrat de 5 ans, en théorie. En réalité, la plupart ne reverront jamais l'Inde. Aujourd'hui, les Indiens font partie intégrante de la diversité culturelle des Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Et comme j'aime à dire, pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. C'est de ça dont on a parlé et que je vous propose d'écouter aujourd'hui en intégralité. Je l'ai rencontré chez lui, en Guadeloupe, pendant le tournage de ma série documentaire, dont je vous conseille vivement d'aller voir l'épisode 1. Ernest Moutoussamy nous fait l'honneur de nous raconter ce pan de l'histoire, de notre histoire, à tous et toutes en tant que citoyens français, mais aussi son histoire, celle d'un enfant né dans les champs de canne, mais qui est devenu la voix de cette mémoire. Je vous laisse avec lui. Je suis un ancien homme politique. J'ai effectivement bénéficié de la confiance du peuple. J'ai été élu député de la Guadeloupe et j'y suis resté pendant plus de 21 ans. Et je suis devenu par la suite maire de la commune de Saint-François et pendant 19 ans. J'ai été conseiller général et conseiller régional. Mais avant tout cela, je suis un fils de la terre et plus particulièrement des champs de canne à sucre. J'ai l'honneur de vous recevoir à l'endroit où je suis né, dans cette case, et c'était une savane autrefois. J'ai été élevé dans la plus grande pauvreté. J'ai été scolarisé à partir de 8 ans. J'ai mis les chaussures pour la première fois vers 9 ans. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, pour sauver la culture de la canne à sucre et l'industrie sucrière, les planteurs et l'administration française font appel à cette main-d'œuvre d'origine indienne. Plus de 42 000 Indiens ont été importés ici. Sur 93 convois, ils sont arrivés sur cette terre de Guadeloupe, et ça a été le cas bien sûr pour mes ancêtres, puisque comme vous le voyez, je suis d'origine indienne. Ce qu'on appelle l'engagisme, et qui résulte d'un contrat d'engagement signé entre les planteurs, l'administration et les migrants. On se rend compte au début du XXe siècle, sur ces 42 000 Indiens arrivés en Guadeloupe, il en restait à peu près 10 ou 12 000. Donc ça montre bien comment les conditions de vie ont été terribles et ont entraîné la disparition de ses compatriotes. Le contrat d'engagement qui mettait en place ce processus donc, de recrutement, de transport et de séjour ici était élaboré quand même de façon assez humaine, je dirais. Avec des clauses, il y avait pas mal d'articles, une quarantaine, cinquantaine d'articles, des clauses répondant à un devoir d'humanité. Alors, il durait 5 ans, il était théoriquement signé par l'engagé, mais en réalité, très souvent l'engagé ne sait même pas lire, ce n'est pas un texte en français qu'il pourra signer. Mais on recrutait et les gens partaient et arrivaient ici.
Alors, les conditions de vie du contrat n'étaient pas toujours respectées, et loin de là. Toujours est-il, il fallait répondre à l'urgence, c'est-à-dire que entretenir, loger déjà dans les anciennes cases d'esclaves, entretenir, nourrir, même habiller l'immigrant indien qui débarquait ici. En contrepartie, on lui cédait quelques sous, mais en réalité, il était exploité, asservi par les maîtres. Alors, l'esclavage ne comportait pas de contrat d'engagement. Mais c'est dramatique de voir qu'un contrat d'engagement, finalement, officiellement, traduit et cautionne l'asservissement. Ce contrat d'engagement, bien entendu, après les 5 ans, certains cherchaient à son application et à regagner chez eux. Cela n'a jamais été facile, car les autorités de l'époque ont permis essentiellement le retour de ceux qu'ils pouvaient pas exploiter, les gens qui étaient malades, les infirmes, ceux qui refusaient l'exploitation. Alors, cet engagisme-là est une page triste et évidemment ne peut pas nous interpeller. N'empêche que l'histoire a fait son chemin et aujourd'hui, nous sommes tous les héritiers de ces engagements. Et paradoxalement, malgré la souffrance qu'ont connue nos ancêtres, je me permets de leur dire merci, puisque c'est grâce à eux si finalement on est là. Et ça, ce sont les paradoxes et les contradictions de la vie, on n'y peut rien. En tout cas, ça a permis d'enrichir la société guadeloupéenne et de permettre, je dirais, quelque part aussi son évolution. Les engagés indiens, quand on remonte aux sources, on se rend compte qu'il y a eu des volontaires, des gens qui vraiment voulaient partir. Il y a eu d'autres pour des raisons sociales et familiales, contentieux et autres, voulaient partir. Mais la grande majorité n'était pas candidate au départ. Et c'était des gens qui étaient recrutés à l'époque en Inde par des agents qu'on appelait des mestris. Et ces gens-là, ils avaient comme mission d'alimenter, de faire le recrutement pour alimenter le départ des bateaux. Parce que des commandes étaient faites ici par les planteurs en raison de leurs besoins pour sauver leur industrie sucrière. Et là, je précise que ces planteurs qui commandaient cette main-d'œuvre payaient bien entendu le transport, mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'ils avaient payé le transport de ces immigrants, ils considéraient qu'ils les avaient achetés. Et donc l'immigrant était considéré comme une marchandise. Donc accueilli ici comme une marchandise ayant un maître. Or, aucun contrat d'engagement ne prévoyait ceci. Mais ça a été le comportement des colons, des maîtres. Alors donc, pour répondre à votre question, ces immigrants, le plus souvent, étaient recrutés. Et sur la base de promesses. Toutes sortes de promesses. Et on dirait que ces Indiens, ils croyaient, plus c'était aberrant. On leur faisait croire qu'ils peuvent ramasser du sucre dans des champs de canne, il y a de l'argent, il y a ceci, il y a cela. Et donc, ils étaient candidats au départ. Et c'est vrai que les territoires français, les 5 comptoirs que possédait l'Inde en France, ne pouvaient pas alimenter ces besoins de main-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on faisait? On recrutait sur le territoire appartenant aux Anglais, parce que l'Inde appartenait aux Anglais. Et à un moment donné, il a fallu une convention entre l'Empire britannique et la France pour régler ce problème-là, de telle façon qu'on puisse ici disposer de citoyens qui sont quand même d'origine, enfin sous l'autorité britannique. Donc il y a une convention qui a été signée en 1861. Et il faut dire aussi que l'Angleterre, qui pratiquait l'exportation de cette main-d'œuvre vers ses colonies, mais sous couvert de l'intégration, était beaucoup plus humaine que la France dans ce domaine-là. Et que l'Angleterre veillait sur la façon dont étaient traités ici ses citoyens. 9 000 seulement sur les 42 000 ont pu prendre le bateau du retour. Et alors, ceux qui restaient sur place bénéficiaient donc toujours du contrat d'engagement, ils vivaient comme s'ils étaient sous contrat d'engagement et continuaient à vivre comme engagés.
donc esclaves des maîtres. Petit à petit, cette situation a évolué et certains ont commencé à prendre du recul et leur indépendance, c'est-à-dire à quitter les habitations, à s'installer ailleurs de façon à avoir une certaine indépendance. Et ainsi, de part et d'autre, les Indiens ont émigré sur le territoire rural. Parce que, malheureusement pour eux, ils n'avaient pas accès aux bourgs, parce que ces bourgs étaient occupés par les compatriotes d'origine africaine et on refusait leur présence. Et donc, essentiellement, ils vivaient dans les zones rurales et ont contribué à réussir quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils ont spiritualisé la ruralité guadeloupéenne. De fait, ne pouvant pas accéder dans les bourgs, ils ont construit ici et là leur petit temple, leur chapelle, et partout dans le paysage s'est répandu le culte hindouiste et ça a été une forme de spiritualisation du paysage. En précisant que les Indiens, avec les atouts dont ils disposaient, se sont intégrés facilement dans le paysage, parce que le plus souvent, ils venaient aussi des campagnes de l'Inde, mais surtout, ils avaient à leur disposition ce qui leur permettait de survivre et de résister, c'est-à-dire les plantes, les légumes, tout ce qu'ils avaient apporté avec eux et qui leur permettait de survivre. Quand aujourd'hui on entend parler de Pauoka, Velka, Pikenga et autres, des plantes dont personnellement je me nourris, ce sont ces plantes-là qui ont permis à ces Indiens de résister et qui les ont sauvés. Récemment, l'Église catholique finalement a demandé pardon parce qu'elle a été quelque part complice de l'esclavage. Je crois qu'il y a un devoir de l'Église catholique de poursuivre sa démarche parce qu'elle a été aussi complice, hélas, de l'engagisme qui a frappé les Indiens. C'est la case où je suis né. C'est vrai. Incontestablement, elle n'a pas contribué à permettre l'émancipation des Indiens, à permettre leur protection et à assurer leur intégration ici en respectant la personne humaine que ces Indiens étaient. Je vous précise que l'hindouisme arrivé en Guadeloupe par ces Indiens a été combattu férocement par l'Église catholique, ce qui peut se comprendre, mais au moins avoir le respect. On dit d'une religion, mais je dirais plus une philosophie qui quand même avait 4 à 5 000 ans d'histoire, donc qui avait largement précédé le catholicisme et qui, sur des millénaires, avait forgé une civilisation qui quand même intéresse l'humanité tout entière. Bref, les conditions de vie de ces immigrants ici étaient identiques pratiquement à celles de l'esclavage, même s'il y avait un peu plus d'humanité, mais en tout cas, c'était le servage du Moyen-Âge qui était importé ici. Les Indiens ont été fortement frappés par cette colonisation et particulièrement ont subi ce qui était la règle à l'époque, cette doctrine française qu'est l'assimilation, à l'inverse de la doctrine anglaise qui était l'intégration. Parce que la France avait qu'un objectif, c'est d'assimiler tous ses compatriotes à elle, en les amenant à se renier de telle façon qu'on puisse les exploiter au mieux et en tout cas qu'il n'y ait pas de revendication identitaire. Je vous précise que la France a échoué dans ce combat-là. Et c'est à l'échelle de l'histoire sa seule défaite, parce qu'elle n'a pas réussi à assimiler totalement les Indiens qui, à l'école de leur pays d'origine, c'est-à-dire l'Inde, avaient appliqué le principe voulant que l'Inde accepte tout sans jamais se renier. Et si vous connaissez l'histoire de l'Inde, elle a subi toutes les invasions, elle a eu contact avec toutes les civilisations, elle a tout accepté, mais jamais elle n'a renié l'hindouisme. Jamais elle ne s'est reniée. Bien, les Indiens ici ont eu à peu près le même comportement. C'est-à-dire, ils subissaient des pressions pour être français plus que le français, les pressions de l'Église catholique, toutes sortes de choses pour les amener à se renier
et a abandonné l'hindouisme. Ils ne se sont pas pliés à cela. Et qu'est-ce que beaucoup d'entre eux ont fait? Comme l'Inde. Ils ont accepté tout ce qu'on leur proposait sans se renier. Tant et si bien qu'on a trouvé des familles indiennes qui, tout en étant catholiques, parce qu'elles ont été converties parfois par obligation, n'ont pas renié leur divinité, et on trouvait des familles où on adorait la Sainte Vierge Marie le dimanche matin, et plus tard, on était dans sa chapelle pour honorer des divinités telles Kali, Malimé ou autres. Extraordinaire, ce phénomène. Et donc, ça a permis à ces Indiens de résister, vaille que vaille, et confrontés dans une situation extraordinaire à une complication sociale de vie, ils ont résisté. Parce que d'un côté, l'assimilation, mais de l'autre, il y a l'opposition de la population d'origine africaine qui, elle, à juste raison, n'a jamais accepté cette présence indienne, car pour elle, c'était une façon de sauver l'industrie sucrière, une façon pour les planteurs de prendre une certaine revanche sur eux, bref, de se venger, ce qui fait que eux, ils refusaient cette présence-là. Et ça n'a jamais entraîné, si vous voulez, vraiment de communion entre les deux composantes, en vous précisant. Et ça, l'histoire doit faire un point précis là-dessus, qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu de confrontation physique. Qui plus est, toutes les femmes indiennes qui débarquaient ici, puisqu'elles ne sont pas nombreuses, dispersées un peu partout dans le territoire, elles donnent naissance à des enfants et souvent elles sont accouchées par des Africaines. Et je vais vous citer pour l'histoire le cas du premier enfant de l'Inde né en Guadeloupe. Sa maman est partie du Tamil Nadu de Pondichéry enceinte de 5 mois. Elle a voyagé pendant 3 mois sur l'océan en contournant le cap de Bonne-Espérance. Elle débarque en Guadeloupe. 34 jours après, elle donne naissance à cet enfant qui est une fille et qui est la première indo-guadeloupéenne, née le 27 janvier 1855 aux Abîmes, aux mains de qui? Sa maman s'est trouvée comme ça sur une habitation, inconnue, ne parlant aucune langue, ne connaissant personne, et tu dois mettre au monde un enfant. Ce sont des femmes africaines qui l'ont aidé, lui ont permis de mettre cet enfant au monde, et d'ailleurs l'enfant a été élevé par ces femmes-là. C'est dire que même s'il y avait cette opposition frontale entre effectivement la majorité de la population et cette immigration indienne, que l'humanité entre les deux n'a jamais été reniée ni ignorée. C'est une leçon de la Guadeloupe. Et je considère que ce pays est un des plus beaux du monde, non pas seulement pour ses références géographiques, mais je pense à ma connaissance, c'est un pays qui résume les 4 points cardinaux de la Terre, qui a mis en communion 4 continents chez elle, et tout en étant un petit territoire, elle est à mes yeux un des plus grands territoires d'humanité qui existent. Parce que ici, on a reçu des Amérindiens, on a reçu des Européens, on a reçu des Africains, on a reçu des Indiens, on a reçu des Japonais, on a reçu le Moyen-Orient, et toutes ces civilisations se sont rencontrées pour donner naissance à cette créolité, cette civilisation de la Guadeloupe qui fait notre fierté et qui constitue, de mon point de vue, le lit le plus adorable du vivre ensemble. Ce qui fait que ce pays, mon pays natal, c'est bien une racine de sang mêlé. C'est la rencontre donc de ces civilisations et je crois que la Guadeloupe a su tirer de cette rencontre des peuples et des hommes une essence extraordinaire. Et c'est grâce à cette essence-là, si on a eu Saint John Perse, si on a Maurice Condé, si on a Teddy Riner, si on a toutes ces réussites que l'on connaît. Parce que ce pays les alimente avec cette sève historique qui est son sang, qui est son âme, qui est son essence. C'est quand même un bonheur de vivre ici, même si ça a été tragique. Incontestablement, elle n'a pas contribué à permettre les fois même le suicide, mais au résultat, nous sommes là. Aussi, l'apport culturel de l'Inde à la Guadeloupe ne doit pas être négligé.
Et ça a été d'ailleurs un axe de mon combat politique, parce que je considère que l'indianité n'est pas un bien exclusif appartenant aux Indiens, mais c'est un bien appartenant à la Guadeloupe tout entière. Dieu merci, on a pu sauvegarder ce capital et la France, finalement, a dû le reconnaître. Et le peuple guadeloupéen, comme tous les peuples du monde, reconnaissent aujourd'hui la Guadeloupe telle qu'elle est, ce pays de synthèse, ce pays de métissage. Il n'y a pas, jusqu'à récemment, d'ailleurs, il n'y a pas une histoire écrite. Il y a des chercheurs, des gens qui ont travaillé, mais là, ça, c'est pas intégré dans les livres d'histoire. Il y a un paragraphe, on va vous parler d'une immigration indienne, mais ça ne va pas tellement loin. Donc, tout cela, ce sont des avancées à mettre en place pour que l'histoire de la Guadeloupe soit connue et soit vraiment le reflet de ce qu'a été la réalité historique. Ce n'est pas toujours le cas. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il y a des pages qui sont carrément éludées et ignorées, et parfois même méprisées. Mais en tout cas, ces pages sont constitutives de notre histoire et de notre identité. Et alors, il y a nécessairement à s'informer, à mettre en place en circulation ces éléments-là pour que les uns et les autres soient formés de façon conséquente et en tout cas répondant de l'histoire de leur pays. Henri Sinan Barom, je ne suis pas un spécialiste de lui, mais il a été un grand bienfaiteur parce qu'il a livré un combat qui a duré plus de 20 ans pour amener justement l'État français à reconnaître cette présence indienne et à attribuer la qualité de citoyen français à ces Indiens-là. Il a gagné cette bataille-là en 1923, après un procès qui a duré plus de 20 ans. Parce qu'il est sacré, eh bien, il faut savoir la confiance du peuple guadeloupéen. Et je vous le répète, j'ai été élu député de la Guadeloupe sans être élu local, parce que je bénéficiais de cette confiance de la population, c'est vrai, du fait de mon intégration dans ce monde-là. Je dois tout au peuple guadeloupéen. Et c'est par rapport à ce respect, à la confiance que m'a témoigné le peuple guadeloupéen que j'ai refusé toutes les propositions d'honneur de la République française. On m'a proposé l'Ordre national du mérite, la Légion d'honneur. J'ai tout refusé parce que je considère que je ne peux rien mettre au-dessus de ce capital de confiance dont j'ai bénéficié pendant près d'un demi-siècle et qui a fait de moi ce que j'ai été. Dans ma gestion de la commune de Saint-François, j'ai tenté de donner une âme à l'administration de la commune, donc à l'administration française. Et là, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ça fait tomber beaucoup de choses. J'ai réussi à intégrer la culture, une philosophie du développement dans la gestion communale. Tant et si bien que les campagnes ont été identifiées de par leur originalité. Et il y a eu un monument pour illustrer ça. À Brad-Vipar, où on luttait contre l'esclavage à outrance, un monument a été dressé pour rendre hommage à ce combat-là. À Pombiré, où les Indiens ont résisté pour garder leur hindouisme, il y a eu un monument. À Dubédou, où on s'est battu pour développer l'agriculture et tous les produits qui pouvaient nourrir la population, j'ai mis un monument. Et donc, un peu partout, j'ai intégré dans la conscience du peuple la réalité de leur histoire et gérer, c'était pas simplement construire des routes, des monuments et autres, c'était donner une âme à tout ce qu'on faisait, et même à François d'Assise, qui est le patron de la commune de Saint-François. J'ai fait élaborer une fresque que vous pouvez voir dans l'église, reprenant la vie de François d'Assise, de telle façon que les chrétiens puissent disposer en permanence de ces repères et de cette vie pour qu'eux-mêmes ils soient en communion avec la nature et le monde qui est le leur. Donc, quand on dit parfois on ne peut pas faire certaines choses, je suis toujours prêt à m'interroger, à savoir pourquoi. Mais je crois que c'est chacun qui a en soi la réponse à ce pourquoi. Mais de mon point de vue, un homme convaincu qu'il est un homme peut réaliser tout ce que sa conscience lui recommande. C'est à lui de se battre. Et quand il ne réussit pas, il peut aller jusqu'à Combe Delgrès. Mais
s'il accepte de se battre, il peut réussir et surtout, je souhaite qu'on sorte ce pays d'une démarche qui me fait mal. Dès qu'il y a un problème, le premier appel, c'est la France. Aujourd'hui, on brise tout pour réparer l'aide de la France. Je dis qu'il faut finir avec ces méthodes, avec ces façons de faire. Je considère que ce pays a connu les épreuves les plus redoutables, mais qui lui ont permis peut-être d'être ce qu'il doit être. On a connu la colonisation, on a été colonie, la départementalisation en 1946, la régionalisation en 1982, il y a eu une évolution. Et est-ce que cette évolution répond à tout? Certainement pas, parce qu'il n'y a aucune formule à l'échelle internationale qui réponde à tout. Et alors, il convient d'analyser qu'est-ce que représente la Guadeloupe aujourd'hui, quelle est la situation, où peut-on aller avec elle. Et j'entends vous dire que dans le processus qui doit être mis en place, on dresse un état de la Guadeloupe actuellement général. J'appelle ça la situation A. On dit au peuple, on vous amène à une situation B. Il faut démontrer au peuple que B sera meilleur que A. Actuellement, aucune institution, aucun intellectuel ne peut démontrer ça. Démontrer qu'un changement, quel qu'il soit, peut aboutir à une situation qui soit meilleure que celle-ci. Et personnellement, je crois que ça n'existe pas. Je voulais vous dire que cela ne signifie pas, en tout cas pour moi, qu'il faut accepter la Guadeloupe telle qu'elle est. Loin de là. Je préconise l'indépendance de la Guadeloupe. Mais une indépendance qui ne soit pas une référence politique. Une indépendance qui se réfère à deux valeurs fondamentales, la morale et la dignité. Je dis que le peuple guadeloupéen a droit à ces deux valeurs, se sentir guadeloupéen et que l'on respecte le guadeloupéen. Et c'est la raison pour laquelle, quand je pose le problème de l'avenir politique de la Guadeloupe, je le pose au nom du peuple guadeloupéen, mais aussi au nom des 150 000 ou 200 000 Guadeloupéens qui vivent en France. Et quand un type l'autre jour à la Guadeloupe qui dit « Guadeloupe, c'est un nom, foutez Malcan !» Je dis si en France, certainement il a un compatriote en France, on dit la même chose, que fera-t-il? Donc, attention. Et cette indépendance que je préconise, je veux, ça a été une demande, c'est la deuxième fois que je la formule dans la société, de constituer, de créer une 6e République. Une 6e République avec une autre constitution, reconnaissant justement les territoires d'outre-mer aujourd'hui comme étant des États indépendants associés à la France. Je crois que ce schéma-là peut nous permettre de faire un pas de plus et surtout d'être fiers de soi, parce qu'on a besoin d'être nous-mêmes un peu plus. Et je crois que le temps est venu d'intégrer justement tout cela dans l'ensemble français, je dis famille, famille française, et en 2035, ça fera 4 siècles que la France est présente ici, ou que nous on est présents en France. En tout état de cause, on ne peut pas franchir 2035 sans refonder cette famille composée de tous ces États indépendants autour de la France, nouvelle République, nouvelle Constitution, un nouveau monde. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, on ne peut pas tomber non plus dans le jeu de la confrontation, de la violence, faisant comprendre aux gens qu'une Guadeloupe indépendante peut répondre à tous les besoins et à tous les problèmes du pays. Ce n'est pas vrai. En tout cas, d'être libre, grand et apporter encore mieux notre contribution à la construction de notre République. Donc, dire aux gens, et c'est ça mon point de vue, qu'il faut cultiver, qu'il faut développer, qu'il faut que la terre puisse nourrir au mieux le peuple guadeloupéen, c'est bien. Mais dire que ça va nourrir exclusivement le peuple guadeloupéen avec tout cela, ce n'est pas possible. Alors donc, c'est diminuer, travailler de cette façon-là pour diminuer l'importation, pour limiter tout ce qui arrive ici. Ça, c'est ce cheminement-là qu'il faut prendre. Sur le plan, si vous voulez, économique, à part le sucre, le rhum, la banane, ou qui en profitent, ce sont les exploiteurs ici. Bon, fondamentalement, il n'y a pas de gain économique.
Par contre, sur le plan stratégique, du fait de l'existence de la Guadeloupe, de la zone économique exclusive océanique et de la place qu'occupe la Guadeloupe dans l'arc des Amériques, ça apporte un plus considérable à la France. Et d'ailleurs, c'est anecdotique, mais je dois quand même vous le signaler, on traitait la Guadeloupe et l'outre-mer de toutes sortes de choses, de propos méprisants, c'était des chiens gras, c'était des assistés, on entendait toutes sortes de choses, de méprisants et d'abaissants concernant notre pays. J'ai fait des études en tant que parlementaire pour essayer de comprendre ce qu'était l'outre-mer et la Guadeloupe. Et j'ai produit un ouvrage. Et cet ouvrage-là a obligé un ministre de la République française à reconnaître, et ça figure dans les journaux officiels, je cite, « L'outre-mer apporte plus à la France qu'il n'en reçoit d'elle ». Et la France travaillait sur l'énergie nucléaire, et il faut savoir, ce qu'on a toujours ignoré, que la bombe nucléaire transitait par la Guadeloupe pour arriver dans le Pacifique, parce que la France n'avait aucun avion susceptible de faire 20 000 km d'un coup. Donc rien que ça donnait déjà une place capitale à la Guadeloupe. Ça a été un ouvrage majeur. Ça a permis de faire tomber tout ce qu'on disait de nous. J'ai donné des éléments, des chiffres qui donnaient à la Guadeloupe et à l'outre-mer la place qu'ils occupaient, et ça a obligé tout le monde à reconnaître que non, on n'est pas des mendiants. J'espère que cet entretien vous aura plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre l'histoire des engagés indiens, mais l'histoire de la Guadeloupe et plus largement l'histoire de la France. On se retrouve très vite pour l'épisode 2 et j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et on garde en tête d'ici là, connaître le passé pour comprendre le présent.